souhaite la bienvenue à cette quatrième rencontre de nos cycles de séminaires consacrés aux politiques d'emploi des jeunes au Sénégal, organisés par le Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, l'ASPAD. Euh, Lorsqu'il est question d'emploi des jeunes, l'attention se cristallise bien souvent autour du chômage. D'ailleurs, la majorité des travaux de recherche se concentrent essentiellement sur cet indicateur. Pourtant, le chômage, même s'il est très peu préoccupant, n'est pas nécessairement la manifestation la plus saillante des difficultés que rencontrent les jeunes. Au contraire, ce sont bien davantage le sous-emploi et la précarité qui dessinent au quotidien les contours de leur réalité professionnelle. À titre d'illustration, selon les données de l'ANSD, 82% des aides familiaux qui constituent une catégorie parmi les plus fragiles économiquement sont des jeunes âgés de 15 à 34 ans. Et cette situation ne se cantonne pas au secteur informel, comme on pourrait spontanément le penser. Elle se trouve également et de manière non négligeable dans le secteur formel. L'objectif de notre séance d'aujourd'hui est donc de mettre en lumière cette réalité qui est largement vécue mais insuffisamment reconnue et d'en interroger les implications structurelles comme les réponses apportées dans les politiques publiques d'emploi. Pour ce faire, nous avons l'honneur d'accueillir Dr Abdoulaye Dieye, qui est un économiste expert au Centre d'études de politique pour le développement, relevant de la Direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Le Dr Dieye a occupé plusieurs postes à responsabilité, notamment comme coordonnateur à la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, chef de projet pour l'ONG de partenariat et adjoint chef de projet pour Handicap International. Il est également l'auteur de plusieurs publications sur l'emploi des jeunes, parmi lesquelles deux études de référence sur l'évaluation des politiques publiques en la matière, ainsi que des travaux consacrés à la participation des femmes au marché du travail, y compris en milieu rural. Nous aurons donc le privilège de bénéficier de son expertise à travers une présentation d'environ 40 minutes qui sera suivie d'une séance d'échange où vous serez invité à poser vos questions et à partager vos réflexions. Donc, Dr Dieye, je vous cède la parole pour votre présentation. Merci beaucoup, M. Dieng. Je ne sais pas si vous me recevez. Puis, on reçoit. Merci beaucoup, M. Dieng. Je voudrais d'abord qu'il me soit permis d'adresser mes salutations à vous et à l'ensemble des participants à ce séminaire et magnifier le niveau de dynamisme très élevé du LESPAD. Je voudrais donc vous féliciter pour la production, les efforts que vous faites dans la production, la diffusion, le partage des connaissances. Et ces efforts sont très utiles à notre pays aujourd'hui. Donc, permettez-moi de vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses. Vous venez effectivement de faire une présentation très fidèle de notre modeste parcours. Je voudrais donc le magnifier et dire aussi tout le plaisir que j'ai avoir avant moi des années passées à ce séminaire. J'ai notamment vu M. Fali Keïta, qui est chargé de mission à l'Union européenne. Il a été mon chef de projet, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on travaille à l'ONG Handicap International. M. Fali Keïta a été mon chef de projet. Vous avez également mentionné le professeur Aboukan, qui est un ami, qui est également un collègue qui a travaillé pour la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Donc, il n'y a que des noms vraiment qui sont passés par ce séminaire et c'est un honneur pour moi donc de passer ici donc pour m'entretenir avec vous sur ce sujet ô combien important du sous-emploi et de la précarité. Vous l'avez dit, dans nos pays, de manière générale, on parle plus du chômage parce que justement, c'est une réalité complexe et c'est très préoccupant. On en parle parce que ça a des conséquences socio-économiques désastreuses. Mais ce qu'on ignore, c'est que le chômage n'est en réalité que l'arbre qui cache la forêt, dans la mesure où il y a une forte prévalence dans la population aujourd'hui en emploi au Sénégal du sous-emploi et de la précarité. Il y a une réalité beaucoup plus complexe aujourd'hui que le chômage en lui-même, c'est effectivement le sous-emploi,
c'est effectivement la précarité. Et l'objet de ce séminaire est effectivement de mettre un visage, disons, sur ces phénomènes qui sont d'une virulence très importante au Sénégal. Donc, j'ai préparé une présentation, je vais partager mon écran et vous me confirmez que vous avez le partage. Donc voilà, je disais que c'est une réalité complexe qu'on va essayer d'aborder autour généralement de 5 points. D'abord, on va essayer de définir un certain nombre d'éléments contextuels et conceptuels. Et on va essayer de voir le marché du travail sénégalais en chiffres avant de passer au troisième point qui va permettre de mettre le doigt sur les principales causes du sous-emploi et de la précarité au Sénégal. Après, on va essayer d'aborder la question des impacts de cette situation avant de terminer par quelques recommandations. Comme vous le savez, M. Dien, la problématique de l'emploi au Sénégal a été ressentie véritablement à la fin des années 1970. Pourquoi? Parce qu'entre 1960 et 1980, l'emploi n'était pas fondamentalement problématique au Sénégal. Parce que les deux secteurs pourvoyeurs d'emploi étaient essentiellement le secteur agricole et l'administration. Le secteur agricole, parce qu'au lendemain des indépendances, la stratégie était de concilier l'appareil productif aux besoins de consommation. Donc, c'est pour ça que le secteur agricole était un principal pourvoyeur d'emploi et il occupait également une large proportion de la population qui n'était pas éduquée. Et il y avait l'administration qui occupait tous les diplômés de l'enseignement secondaire, primaire et supérieur. Maintenant, à la fin des années 1970, on a subi plusieurs chocs exogènes, comme les vagues de sécheresse. Déjà dans la fin des années 1960, on a commencé à avoir des vagues de sécheresse, des périodes donc de sécheresse entre 1971, 72, 73, 74. On a également eu les chocs pétroliers, notamment les chocs pétroliers de 1973 et les chocs pétroliers de 1979. Parmi les chocs, on a également eu la dégradation des termes de l'échange qui a fait que les prix des matières premières ont chuté, donc mettant à rude épreuve le secteur agricole sénégalais. Ces facteurs combinés ont conduit à l'effondrement du secteur primaire, souvenez-vous, qui était principal pourvoyeur d'emplois. Ces chocs ont également conduit à des déséquilibres macroéconomiques profonds, lesquels déséquilibres macroéconomiques ont conduit sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale, donc des institutions de Bretton Woods, à la mise en œuvre des programmes d'ajustement structurel. Deux éléments dans les programmes d'ajustement structurel vont nous intéresser aujourd'hui. C'est la réduction de la taille de l'État. Passez-moi l'expression, il fallait dégraisser le mammouth parce que voilà, l'État occupait une grande part des dépenses publiques. L'État était le principal pourvoyeur d'emplois. L'État avait une politique de dépenses très expansive. Et donc, il fallait limiter cette taille de l'État, ces dépenses publiques. Donc, il a fallu, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, avec les périodes que nous connaissons, le programme de stabilisation à court terme, le programme de redressement économique et financier, on en parle aujourd'hui encore, le programme d'ajustement à moyen et long terme, le programme d'urgence Sakoloum de 1993 avant le programme post-d'évaluation. Donc, voilà les épisodes qui ont composé, disons, les politiques d'ajustement structurel. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, c'est effectivement la réduction du taille de l'État et la libéralisation de l'économie avec comme corollaire le désengagement de l'État dans les secteurs productifs et la vague de privatisation. Donc, on a dans les programmes d'ajustement structurel deux facteurs qui vont mettre à rude épreuve la capacité, la faculté de l'État à créer des emplois et la faculté du secteur primaire à créer également des emplois. C'est donc la réduction, la nécessité pour l'État de réduire fondamentalement les emplois, c'est la libéralisation de l'économie, c'est également les chocs exogènes qui ont conduit à l'effondrement du secteur primaire. À ces situations, il faut ajouter l'accroissement important de la population active. Si vous regardez la courbe qui est devant nous, qui montre à peu près l'évolution du taux de croissance de la population active, on voit que à partir de la fin des années 1970, on a une croissance du taux de croissance de la population active. Ce qui veut dire quoi? Au lendemain des indépendances, on a observé le phénomène du baby boom. Et tous ceux qui sont nés pratiquement au lendemain des indépendances ont eu plus de 15 ans à partir des années 1900, de la fin des années 1970.
Donc, on a commencé à avoir un stock plus important de personnes arrivées sur le marché de l'emploi. Ces trois facteurs réunis, donc, effondrement du secteur primaire, arrêt des recrutements de l'État, croissance de la population active, vont entraîner des tensions sur le marché de l'emploi. Et donc, c'était la période où l'État devait prendre à bras le corps la problématique de l'emploi. Parce que le secteur primaire ne pouvait plus recruter, l'État ne pouvait plus recruter, des jeunes de plus en plus nombreux arrivaient sur le marché de l'emploi et c'était problématique. La stratégie de l'État dès lors, c'était de promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat. Et donc, on a noté plusieurs initiatives, surtout à partir des années 1980, bien entendu, les initiatives remontent avant 1980. Déjà en 1975, comme vous le savez, il y a eu le programme des 150 points de vente sous le régime du président Léopold Sédar Senghor. Et ce programme des 150 magasins de vente a été transformé en programme des magasins témoins sous Diouf. Donc, autant dire que dans cette période déjà, la problématique de l'emploi se posait avec acuité. Mais sous Diouf, à partir de 1980, ça s'est davantage présenté comme une priorité à prendre en compte. Donc, en 1980, l'État a mis en place la direction de l'emploi, laquelle direction de l'emploi devait donc régler le problème de l'emploi. À partir de 1981, il y a eu l'élaboration du programme d'urgence pour la création d'emplois. Et l'un des programmes qui permettait de mettre en œuvre ce plan, c'est le programme des maîtrisards chômeurs. Souvenez-vous, les 400 maîtrisards qui, après la fin de leurs études, ne parvenaient pas à s'insérer professionnellement. Le président Diouf disait que c'était inadmissible qu'on ait des maîtrisards qui peinent à trouver un emploi. Parce que l'État qui recrutait ne recrutait plus, le secteur primaire s'est effondré et il n'y avait pas un secteur privé fort pour pouvoir recruter cette main-d'œuvre-là. Ce qui fait que donc l'État a dû se résoudre à élaborer ce programme de maîtrisage chômeur pour financer les 400 maîtrisards de sciences économiques, de droit, etc., pour qu'ils puissent faire des activités dans la boulangerie, dans les taxis, etc., etc. En 82, il y a eu la création d'un secrétariat général à l'emploi. Donc, on est passé de direction de l'emploi à secrétariat général à l'emploi pour montrer que le problème prenait de l'ampleur quand même. Et plusieurs initiatives ont suivi ce secrétariat général par la suite. Aujourd'hui encore, le marché du travail au Sénégal est caractérisé par l'importance de la population active, c'est-à-dire la population en âge de travail. Entre 15 et 64 ans, cette proportion représente 57,1% de la population sénégalaise. Autant dire donc que la nécessité de créer des emplois est véritablement une réalité au Sénégal. Il y a aussi un nombre important de chômeurs au Sénégal. Chômeurs dans le sens de personnes qui n'ont pas d'emploi, qui en recherchent activement et qui, si elles en trouvent justement, des personnes qui, si elles en trouvent, eh bien, vont travailler. C'est ça la définition au sens du PIT, du chômage. Mais ce qu'on note, c'est que depuis les années 1980, au Sénégal, on semble accorder plus de priorité à l'insertion professionnelle plutôt qu'à la qualité des emplois. Et aujourd'hui encore, ça c'est une réalité. Nos politiques sont plus portées vers la création d'emplois, peu importe la qualité de l'emploi, plutôt que vers l'amélioration de la qualité d'emploi. Et ça nous suit toujours. Ce qui fait qu'on a un taux de sous-emploi très important. Et le sous-emploi est défini comme une situation où la personne qui exerce un emploi n'est pas véritablement utilisée à son plein potentiel. On distingue deux types de sous-emploi, le sous-emploi qui est dit visible et le sous-emploi qui est dit invisible. Le sous-emploi visible qui est apprécié en termes de nombre d'heures de travail. Si une personne normalement doit travailler 40 heures et qu'elle n'a la possibilité de travailler que pendant 20 heures ou pendant 10 heures, cette personne est en sous-emploi visible. Il y a le sous-emploi invisible qui est euh, apprécié en termes de productivité, en termes de sous-utilisation ou de mauvaise utilisation des compétences, etc. Une personne qui est titulaire d'un master et qui fait comme activité professionnelle de la livraison avec une moto Jakarta, cette personne est bien entendu en sous-emploi invisible. Et on a eu justement l'occasion de rencontrer des personnes comme ça.
Donc, des personnes qui ont des diplômes très élevés, malheureusement, par manque d'opportunités ou par manque d'emploi, sont obligées d'exercer des emplois bien en deçà de leur qualification. On a aussi dans notre marché de l'emploi aujourd'hui un taux d'emploi précaire important. Et lorsqu'on parle d'emploi précaire, on pense à l'instabilité de l'emploi, au niveau faible de traitement salarial, au manque de garantie de revenus et de protection sociale, à l'incertitude quant à la durée de l'emploi, au risque élevé de perte d'emploi. Voilà les éléments au sens du PIT qui permettent de définir l'emploi précaire. Et donc, puisque l'emploi précaire est très important au Sénégal, le sous-emploi est très important au Sénégal, ce qu'on appelle emploi décent, qui est le contraire de ces éléments-là et que l'on recherche tous, est malheureusement très faible au Sénégal. Ça nous permet de parler effectivement du marché de l'emploi, du marché du travail au Sénégal avec des chiffres, bien entendu. Mais globalement, ce qu'on note, c'est que l'emploi au Sénégal est majoritairement non salarié. Il y a un emploi dans le secteur formel qui est très limité. On a une faible capacité d'absorption par le secteur formel de la main-d'œuvre arrivant sur le marché annuellement. On a un emploi qui est majoritairement informel et on voit que peu de travailleurs bénéficient d'une protection sociale. On voit aussi qu'on a un niveau de sous-emploi et d'emploi précaire qui est très préoccupant et les jeunes sont plus touchés. Et on voit aussi que le salaire moyen au Sénégal est très faiblement évolutif. On va y revenir. Première chose, l'emploi majoritairement non salarié. Si on se base sur les données de l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal, de l'ANSD, du premier trimestre de l'année 2025, on peut voir qu'au Sénégal, les personnes en emploi sont autour de 4 711 703. Et vous l'avez dit, M. Dieng, tout à l'heure, les personnes en aide familiale sont autour de 396 250. Et comme vous l'avez fait remarquer, 85% de ces personnes sont des jeunes. Et je dois signaler ici que les personnes en aide familiale ou ce qu'on appelle les aides familiaux, eh bien, ces aides familiaux-là, à peu près, ils travaillent sans traitement, sans salaire. Autant dire donc que la précarité est de mise dans cette couche-là. Pour les personnes en emploi, ce qu'on peut noter, c'est que seulement 1 960 068 sont en emploi salarié et 2 751 634, soit 58,4%, sont en emploi salarié. Malheureusement, les statistiques de la NSD qui sont suivies trimestriellement s'arrêtent à ce niveau. Elles ne nous permettent pas de voir le niveau de sous-emploi, le niveau d'emploi précaire et le niveau d'emploi décent. Ce qui peut faire penser qu'aujourd'hui encore, nos politiques accordent plus la priorité à l'insertion professionnelle plutôt qu'à la qualité des emplois. Parce que si on s'intéressait à la qualité des emplois, ça allait faire partie de notre dispositif de surévaluation. On devait à tout moment, surtout trimestriellement, voir où en est le niveau de sous-emploi, où en est le niveau d'emploi précaire, comme on est en train de voir sur chaque trimestre où en est le niveau de chômage, où en est le niveau d'emploi. Donc, cela, il paraît que, il semble que nous n'accordons pas beaucoup d'importance, en tout cas pas l'importance que nous accordons au chômage, justement au sous-emploi et à l'emploi précaire. Et je pense que ça, c'est extrêmement important et ça doit occuper les axes de nos politiques à venir. Ce qu'on note aussi, c'est que dans le secteur formel, ce qu'on appelle le secteur moderne hors administration, donc les entreprises formelles, le nombre de personnes en emploi est faible au Sénégal. C'est à peu près à hauteur de 335 653 dans le quatrième trimestre de l'année 2024. Si on conçoit que les travailleurs formels au Sénégal, c'est les travailleurs des entreprises formelles, auxquels on ajoute les travailleurs de l'administration, l'administration compte à peu près 170 000 à 200 000 agents, fonctionnaires et non fonctionnaires. Et si on compte aussi les travailleurs des institutions internationales, ONG, etc., on peut valablement se dire qu'au Sénégal, on a à peu près moins de 700 000 salariés formels sur une population en emploi, rappelez-vous, de plus de 4 millions de Sénégalais. Donc, vous voyez qu'il y a une proportion très importante qui est très susceptible d'être dans le secteur informel et donc d'être dans une situation de précarité ou de sous-emploi. On va y revenir. Ce qu'on note aussi dans le marché du travail sénégalais, c'est une faible capacité d'absorption par le secteur formel
de la main-d'œuvre qui arrive sur le marché annuellement. Si on se fie aux données, aux données des institutions du travail, des inspections du travail et de la sécurité sociale, ce qu'on constate, c'est qu'en 2024, le nombre de CDD visés par les institutions, par les inspections, le nombre de CDD est estimé à 48 267. Souvenez-vous, annuellement, arrivent sur le marché de l'emploi au Sénégal environ 300 000 à 350 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Les inspections du travail n'ont visé en 2024 que 48 267 CDD. Et dans ces 48 267 CDD, il y a bien entendu des CDD renouvelés qui datent de 2023. Donc des CDD de 2023 renouvelés en 2024. Et bien entendu, il y a une proportion des CDD de 2023 qui sont passés CDI en 2024. Mais on peut valablement se dire qu'il y a une faible capacité d'absorption de la main-d'œuvre si on conçoit que pratiquement 300 000 à 350 000 nouveaux demandeurs arrivent sur le marché de l'emploi annuellement. On voit ici qu'il y a beaucoup de contrats de travailleurs saisonniers qui sont signés, 4 000 en 2024, et beaucoup de contrats de travailleurs temporaires qui sont signés, 2 730. Donc voilà annuellement à peu près ce que les inspections du travail ont trouvé en termes de nombre de contrats visés. Donc, ce qu'on constate, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près dans les entreprises formelles et dans l'administration, on peut être à un chiffre inférieur à 700 000 sur une population en emploi supérieure à 4 millions. Cela fait naturellement que le secteur informel est très important au Sénégal. L'emploi informel est très, très important au Sénégal. Dans le secteur non agricole, si on se fie aux données de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel de l'ANSD, je dois le signaler, ces données datent quand même de 2017 ou 2018. Dans le secteur non agricole, 95,4% des emplois sont informels. Et dans le secteur agricole, 99,7% des emplois sont informels. Et la définition que nous donnons d'un emploi informel, c'est un emploi qui n'est pas répertorié, qui n'est pas suivi par l'État, donc qui n'est pas connu en réalité de l'État, tout simplement parce qu'il n'est pas enregistré dans les livres de l'administration, il n'est pas connu. Donc ce type d'emploi est très sujet à conduire vers le sous-emploi ou vers les emplois précaires. Au Sénégal, globalement, l'emploi informel est estimé à hauteur de 96,4%. Autant dire que c'est l'écrasante des emplois au Sénégal. La protection sociale est une composante particulière de la qualité des emplois au Sénégal. Ce qui est remarqué au Sénégal, c'est que si on se base sur les données du recensement général des entreprises, de 407 882 unités économiques recensées par le RG au Sénégal, seulement 2,4% ont inscrit leurs travailleurs à la caisse de sécurité sociale. Seulement 2,6% de ces 407 882 unités économiques ont inscrit leurs travailleurs à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal. Autant donc dire que la protection sociale des travailleurs au Sénégal est très problématique. Et donc, une des composantes de la définition d'un emploi décent, c'est la protection sociale. Et donc, si on conçoit que la protection sociale est très faible au Sénégal, ça nous permet de voir que le niveau d'emploi précaire et de sous-emploi est également très important au Sénégal. Ça nous amène effectivement à parler du niveau de sous-emploi et d'emploi précaire. Bien entendu, ici, les définitions que l'ANSD utilise pour le sous-emploi et les données proviennent de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel. Pour le sous-emploi, c'est quasiment le sous-emploi visible, donc évalué sur la base du nombre d'heures de travail. Et ce sous-emploi visible est estimé à 28,4% au Sénégal et les jeunes sont particulièrement touchés. La moyenne au Sénégal est de 28,4%, mais les jeunes de 15 à 34 ans, c'est 35,1%. Et les jeunes de 35 à 44 ans, 24,7%. Donc, 15-34 ans, la tranche véritablement jeune, la proportion de sous-emploi est estimée sous-emploi visible à 35,1%, alors que la moyenne nationale est à 28,4%. Et si on regarde toujours dans les données de ERI-ESI, ce que la NSD appelle emploi vulnérable
et ce que la NSD appelle emploi précaire combiné donne ce que le BIT appelle emploi précaire. Emploi précaire au sens de la NSD est apprécié sur la base de l'existence ou non d'un contrat. Et emploi vulnérable intègre tout ce qui est possibilité de perdre l'emploi, absence de garantie, possibilité de perdre l'emploi, absence de garantie, etc. Donc, au sens de la NSD, l'emploi vulnérable est estimé à 66,1%. Et les jeunes sont effectivement très touchés par ce phénomène. Et l'emploi précaire, c'est-à-dire l'emploi sans forcément un contrat formel, est estimé par la NSD à 27,6% et les jeunes sont davantage touchés. Donc 15-24 ans, 39%, 24-34 ans, 33%. Maintenant, si on combine les deux taux, emploi vulnérable au sens de la NSD, emploi précaire au sens de la NSD, on tombe sur ce que le BIT appelle emploi précaire. Et donc, on peut valablement voir qu'au Sénégal, l'emploi précaire, c'est quasiment plus de 90%, ce qui est extrêmement important comme taux et qui donc mériterait une action corrective. Le salaire moyen également, le salaire est une composante aussi de la qualité des emplois. Si on essaie de voir le salaire moyen au Sénégal, on constate qu'il est faiblement évolutif et on constate que le salaire moyen tourne autour de 100 000, 105 000 francs au Sénégal. Si on conçoit que l'inflation est là, la cherté de la vie peut être là, etc., etc., on peut voir valablement que ce niveau de salaire moyen ne permet pas véritablement une vie décente. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, au fond, ce niveau de salaire moyen cache une importante proportion du sous-emploi et des emplois précaires, si on se base sur le niveau de revenu. Donc, globalement, on a un marché de l'emploi caractérisé par une prévalence importante du sous-emploi et des emplois précaires qui ont plusieurs causes. On va y revenir. Les causes du sous-emploi et des emplois précaires. Pour nous, la première cause, c'est l'absence d'un cadre de référence national en matière d'emploi. Donc, l'absence d'une politique nationale d'emploi. La deuxième cause, c'est l'inefficacité de toutes les initiatives que l'État a mis en œuvre, justement mis en œuvre pour adresser la problématique de l'emploi. La troisième raison, c'est pour nous la faiblesse du nombre d'entreprises du secteur formel. Parce qu'en définitive, la création d'entreprises est du ressort la création d'emplois, excusez-moi, est du ressort des entreprises. Donc, s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Malheureusement, notre secteur formel n'a pas beaucoup d'entreprises. Il y a aussi la faiblesse du nombre de grandes entreprises et de leur capacité de recrutement, la faible compétitivité des entreprises, la faiblesse du contrôle des entreprises par les inspections du travail. Il y a aussi la rigidité du code du travail, enfin, la forte pression démographique. D'abord, l'absence d'une politique nationale de l'emploi. Au Sénégal, la première politique nationale de l'emploi a été élaborée et adoptée en 1997. Cette politique a quand même permis, jusqu'à présent, la mise en place d'un certain nombre de mécanismes. Beaucoup de fonds trouvent, disons, racine dans cette politique-là. Beaucoup d'initiatives encore en cours ou qui ont été transformées par la suite trouvent racine dans cette politique de l'emploi. Toutefois, ce qui est à remarquer, c'est que lorsqu'il était question d'élaborer la deuxième politique de l'emploi, donc la politique nationale de l'emploi 2010-2015, le diagnostic a permis de voir que l'essentiel des contraintes rencontrées au moment de l'élaboration de la première politique nationale de l'emploi, donc 1997, l'essentiel des contraintes était encore de mise lorsqu'il était question d'élaborer la deuxième politique de l'emploi. Autant dire donc que, du point de vue de la fonctionnalité, cette politique n'a pas permis des améliorations conséquentes de la situation des emplois au Sénégal. Donc, la deuxième politique nationale a été élaborée en 2010-2015. Après, en 2017, une troisième politique a été élaborée, ce qu'on a appelé la nouvelle politique nationale de l'emploi 2017-2020. Malheureusement, ce qui est à constater, c'est que cette troisième politique nationale de l'emploi, même si elle a connu une validation technique, n'a jamais connu de validation politique. Alors que c'est une validation politique qui devait en faire le référentiel de toutes les interventions en matière de création ou d'amélioration des emplois existants. Donc, l'inexistence de cadre de référence est aujourd'hui un problème majeur
dans justement cette problématique des sous-emplois et de la précarité des emplois. Il est heureux de voir que le régime actuel est en train aujourd'hui d'élaborer une politique nationale de l'emploi. On va voir ce que ça va donner, mais nous avions à l'époque proposé d'élaborer cette politique nationale de l'emploi, mais dans le sens de la politique nationale de développement, plus spécifiquement dans le sens de la stratégie nationale de développement du secteur privé, parce qu'on s'est dit que, effectivement, la création de l'emploi est d'abord et avant tout du ressort du secteur privé. L'État ne crée pas des emplois. Et donc, comme l'État a pris cette initiative de passer d'une logique d'appui au secteur privé à une logique de développement du secteur privé, cette orientation de l'État doit être sous-tendue également par une politique nationale de l'emploi portée par le secteur privé. On va y revenir. Parmi les contraintes, il y a aussi l'inefficacité des initiatives nationales de promotion de l'accès à l'emploi. Vous avez parlé tout à l'heure d'une évaluation que nous avons faite, M. Dien. Effectivement, on peut vous passer ces documents, ou bien vous renvoyer après à ces documents. Nous avons effectivement fait une analyse de l'ensemble des dispositifs qui existent aujourd'hui et nous avons essayé de voir l'efficacité de ces dispositifs-là. Un certain nombre de contraintes empêchent l'efficacité de l'ensemble de ces dispositifs-là. On peut en citer quelques. La première contrainte, c'est l'absence de référentiel unique des interventions en matière de création d'emplois. Parce qu'on n'a pas de référentiel unique, pratiquement, chaque structure est en train de faire ses actions de son côté et il y a un déficit de coordination de l'ensemble de ces actions-là. La deuxième contrainte, c'était que ces actions étaient plus occupées à insérer professionnellement des jeunes plutôt qu'à s'occuper de la qualité des emplois. C'est comme s'il fallait juste avoir des statistiques à la fin de l'année pour dire que nous avons inséré tant de jeunes, mais la nature des contrats, la durée des contrats n'était pas fondamentalement importante. Donc ça, on a jugé que c'était une contrainte majeure des politiques d'emploi. L'autre contrainte, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs structures faisaient la même chose, mais ne se parlaient pas. On avait d'un côté l'ANIDA, d'un autre côté le PRODAC, deux structures qui n'appartenaient même pas au même ministère, mais qui faisaient les mêmes choses, c'était des fermes agricoles. ANIDA, côté ministère de l'Agriculture, parce que c'est le plan REVA qui s'est mué en ANIDA. PRODAC était logé au ministère de la Jeunesse, alors que PRODAC faisait dans la production agricole, dans les fermes agricoles. Mais ces deux structures ne se parlaient, disons, pas. De la même manière, ANIDA avec l'ANPE qui partageaient le même ministère, mais ces deux structures n'avaient pas de cadre de concertation, en dehors des réunions de coordination du ministère. Autre incongruité, chaque structure avait sa base de données. ANPE, sa base de données, 3FPT, sa base de données, DER, sa base de données, etc. Ce qui faisait qu'un seul bénéficiaire peut bénéficier de l'intervention de toutes les structures et d'autres sont là et ne bénéficient d'aucune intervention d'aucune structure. Ça également, c'était une contrainte majeure. L'autre contrainte, c'était qu'on pouvait se rendre compte d'un déficit de coordination dans la mesure où 3FPT et ONFP, qui faisaient dans la formation professionnelle, de même que l'ANAMO, qui faisait dans la formation professionnelle, faisaient leurs activités et après, il n'y avait pas de suite. Ça veut dire quoi? Des jeunes pouvaient suivre des formations, mais après, ils n'ont pas d'insertion ou après, il n'y a pas la DER pour financer des activités économiques, etc. Donc, ce déficit de coordination était également une contrainte majeure relativement à l'efficacité des initiatives en matière de promotion d'emploi. On peut après vous passer le document dans lequel on a répertorié pratiquement toutes les contraintes, dans la mesure où dans ce document-là, quand même, on a fait des études fouillées, on a fait des enquêtes, des interviews auprès d'acteurs engagés dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de création d'emplois de l'État. On a organisé plusieurs groupes de discussion avec des jeunes, des leaders d'associations, des migrants de retour, des personnes en situation de handicap, etc. Pour nous, la troisième contrainte, et pas des moindres, qui fait qu'on a aujourd'hui beaucoup de sous-emploi et beaucoup de précarité, c'est la faiblesse du nombre d'entreprises du secteur formel au Sénégal. En comparaison, pour 10 000 habitants, au Sénégal, on a 9 entreprises formelles pour 10 000 habitants. Au Maroc, on est à 500 entreprises formelles pour 10 000 habitants. En Singapour, on est à 709 entreprises formelles pour 10 000 habitants. Donc, au Sénégal, on a très peu d'entreprises formelles. Et l'essentiel de ces entreprises sont des entreprises de petite taille. Les données du recensement général des entreprises au Sénégal permettent de revoir.
Les grandes entreprises au Sénégal, je le rappelle, en 2016, 407 882 unités économiques répertoriées. Les grandes entreprises occupent une proportion de 0,2%. 0,2%. Les moyennes entreprises, 0,4%. Les petites entreprises, 1,2%. Les très petites entreprises, 16,4%. Et les entrepreneurs, ça veut dire les entreprises avec une seule personne, maximum deux personnes, 81,80%. Et je le rappelle encore, 97% de ces unités économiques sont dans le secteur informel. Premier problème. Le deuxième problème, la deuxième contrainte, c'est que nos grandes entreprises ont une faible capacité de recrutement, malheureusement. Au Sénégal, les grandes entreprises, c'est la Sonatel, c'est les ICS, c'est la compagnie supérieure sénégalaise, c'est les cimenteries que nous avons. C'est la définition même de l'ANSD, c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards par année. Si on prend la Sonatel, qui est l'une des entreprises qui recrute le plus, on est à un effectif qui tourne autour de 5 000 personnes, 5 000 employés. Les ICS, 5 000 avec peut-être 2 000 saisonniers et 3 000 permanents. Compagnie sucrière, même chose, 5 000 à peu près avec 3 000 permanents, 2 000 saisonniers. Au Maroc, le groupe Office chérifien du phosphate fait 21 000 employés permanents. Renault Maroc fait 12 000 employés permanents. En Corée du Sud, Hyundai fait 67 000 employés permanents. Samsung, 130 000 employés permanents à peu près. En Chine, Sinopec, qui est à peu près l'équivalent de Petrosen au Sénégal, Sinopec fait à peu près 350 000 employés permanents en Chine. Et ça, c'est même pas les employés dans les autres pays, parce que c'est les multinationales généralement qui peuvent être présentes dans plusieurs pays. Mais rien qu'en Chine, l'entreprise fait plus de 350 000 employés. China Mobile, qui est l'équivalent de la Sonatel au Sénégal, en Chine, fait plus de 450 000 employés en Chine. On voit la capacité de recrutement de ces entreprises. Ça veut dire que pour ces entreprises-là, vous en avez 100, vous avez plus de 4 millions d'employés. Au Sénégal, malheureusement, vous avez 100 entreprises comme la Sonatel, vous avez à peine 500 000 employés. Je rappelle qu'il y a annuellement pratiquement entre 300 000 et 350 000 nouveaux demandeurs d'emploi au Sénégal par année. Donc, autant dire que cette problématique de faible capacité de recrutement de nos grandes entreprises au Sénégal est également une cause du sous-emploi et de la précarité au Sénégal. Il s'y ajoute que nos entreprises ne sont malheureusement pas compétitives. La compétitivité ici étant définie comme cette capacité des entreprises à s'imposer dans les marchés nationaux, mais également dans les marchés internationaux. Parce que c'est comme ça que les entreprises font des performances, font des chiffres d'affaires et donc pour étendre leur base productive et donc pour recruter. Mais si une entreprise n'est pas compétitive, elle ne fait pas de performance, elle ne fait pas de bénéfices, elle ne recrute pas simplement. Si on se base sur l'indice de compétitivité industrielle de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ce qu'on voit, c'est que le Sénégal se compare très défavorablement par rapport à d'autres pays comme le Maroc, comme la Corée du Sud. Je rappelle que cet indice a trois composantes principalement. La composante capacité industrielle, la composante intensité industrielle et la composante qualité industrielle. Sur l'ensemble de ces composantes, le Sénégal est très défavorablement classé. Autre problème, la faible performance des entreprises sénégalaises. Si on se fie aux données de la Banque de données économiques et financières de l'ANSD, en 2023, le chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises formelles au Sénégal, toutes les entreprises formelles mises ensemble, le chiffre d'affaires faisait un peu moins de 20 000 milliards de francs CFA en 2023. À peu près 33 milliards de dollars. Rien qu'une grande entreprise en Chine, en Corée du Sud, peut avoir un chiffre d'affaires de plus de 150 milliards. Rien qu'une seule grande entreprise. Alors qu'au Sénégal, toutes les entreprises formelles mises ensemble, chiffre d'affaires annuel 20 000 milliards, donc 33 milliards de dollars. En Chine, en Corée du Sud, une seule grande entreprise peut faire un chiffre d'affaires de plus de 150 milliards de dollars. Autant dire que cette faible performance des entreprises sénégalaises fait que ces entreprises n'étendent pas forcément leur base productive et donc ne sont pas expansives et donc n'ont pas cette capacité à recruter. Une entreprise qui n'a pas cette capacité à recruter, le problème que nous allons avoir, c'est justement une prévalence du sous-emploi et de la précarité. Parmi les causes pour nous du sous-emploi et de la précarité, c'est aussi la faiblesse du contrôle des entreprises par les inspections du travail et de la sécurité sociale. Si on se fie aux données des inspections du travail,
En 2024, seulement 5174 entreprises ont été inspectées. Et c'est l'inspection qui permet de s'assurer des bonnes conditions des travailleurs. Malheureusement, on a une capacité faible d'inspection. 5174 dans toutes les régions du Sénégal en 2024. Sur, je le rappelle, un potentiel d'au moins 407 882 unités économiques au Sénégal. Donc, cette faible inspection fait que justement, le sous-emploi et la précarité vont demeurer. Il y a aussi, et ça c'est au sens des employeurs, la rigidité du Code du travail, qui fait que les employeurs ne sont pas très enclins à recruter en bonne et due forme. D'abord, le coût du travail est jugé élevé par les employeurs, dans la mesure où aussi vous recrutez un travailleur, vous devez lui payer un salaire, vous devez faire les cotisations sociales pour lui, vous devez payer les impôts conséquemment, vous devez payer l'assurance maladie, et l'ensemble de ces coûts-là peut être perçu comme élevé par les employeurs, qui donc préfèrent avoir des travailleurs informels à qui on paye juste un salaire, avec qui on peut se séparer quand on veut. Alors que si on est dans le cadre d'un emploi formel, il y a des règles à observer. Les contrats de travail, c'est des CDD, des CDI. Un CDD qu'on peut renouveler une fois, après ça doit passer CDI. Et lorsque ça passe CDI, c'est très protecteur pour le travailleur et très risqué pour l'employeur. Pourquoi? Parce que quand un travailleur baisse de productivité, l'employeur est quasiment impuissant face à ce travailleur-là. Il ne peut rien contre lui. Parce que s'il décide de le licencier, les procédures de licenciement sont très complexes et peuvent être longues. Après, elles peuvent être également coûteuses. Et cela fait que les employeurs ne sont pas très enclins à faire des contrats en bonne et due forme pour les travailleurs. Cela amène naturellement comme conséquence la dualité du marché du travail. On a donc la prévalence de l'emploi informel, parce que l'emploi informel arrange plus les employeurs, parce qu'également le déficit de compétitivité fait que les employeurs supportent très difficilement des emplois formels en bonne et due forme et donc préfèrent ces emplois informels. D'où donc la dualité du marché du travail. D'où aussi la précarité, parce qu'on l'a dit, souvenez-vous, sous-emploi mène souvent, emploi informel mène souvent au sous-emploi et à la précarité, et donc la conséquence naturelle est la prévalence du sous-emploi et de la précarité. Enfin, dernière raison pour, en notre sens, la forte progression démographique, la forte pression démographique. La courbe en rouge montre l'évolution du taux de croissance de la population active au Sénégal. La courbe en vert représente le Maroc et la courbe en bleu représente la Corée du Sud. On voit que la population active au Sénégal est de loin supérieure, en tout cas en termes de taux de croissance, à la population active du Maroc, à la population active de la Corée du Sud. L'ensemble de ces facteurs font que, justement, le sous-emploi et la précarité demeurent, continuent de demeurer au Sénégal. Et cette situation a des conséquences ou des impacts négatifs qui sont très préoccupants. Le premier impact négatif, il est économique. Et dans cet impact économique, on retrouve le cercle vicieux de la faible croissance. Faible productivité, faible production, faible croissance économique. Faible productivité, parce que les personnes en sous-emploi ne sont pas enclines à participer de la manière la plus optimale au travail, parce que n'étant pas motivée, lorsqu'une personne sent qu'elle est sous-payée ou qu'elle ne bénéficie pas de tous les avantages dont elle devrait bénéficier, eh bien, cette personne-là n'est pas très motivée pour travailler. Cela fait que ce qu'on appelle le PIB par personne employée au Sénégal, c'est-à-dire la richesse que chaque personne employée produit, est très faible au Sénégal. La courbe en rouge représente le Sénégal. Donc, pour le Sénégal, le PIB par personne employée est quasiment constant et très faiblement évolutif. En Corée du Sud, on voit que ça évolue bien. Au Maroc également, ça évolue beaucoup plus qu'au Sénégal. Donc ça, c'est une conséquence des sous-emplois et de la précarité. Je le répète, une personne en sous-emploi ou en situation de précarité, eh bien, elle n'est pas motivée pour travailler simplement et donc elle ne produit pas assez de richesse. Et à la longue, c'est l'État qui va perdre. Deuxième conséquence,
cercle vicieux d'une faible compétitivité. Là, on peut rester à l'échelle d'une entreprise. Une entreprise qui n'a que des travailleurs en emploi précaire ou en sous-emploi, eh bien, ces travailleurs ne sont pas aptes à contribuer à la performance des entreprises. Souvenez-vous, la théorie du capital humain de Gary Becker, souvenez-vous, la théorie de la croissance endogène, spécifiquement la théorie du capital humain développée par Robert Lucas. Cette théorie nous permet de voir qu'un capital humain de qualité permet une productivité. Et donc, si une personne est en sous-emploi ou en emploi précaire, elle n'est pas encline à contribuer du point de vue de son capital humain de la manière la plus optimale. Cela fait quoi? Que l'entreprise va être dans une situation de faible compétitivité. Étant dans une situation de faible compétitivité, elle fait de faibles performances. Donc, elle n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires, elle n'a pas beaucoup de parts de marché, etc. Du coup, cette entreprise a de faibles revenus. Lorsque l'entreprise a de faibles revenus, elle n'a pas assez de marge de manœuvre pour étendre sa base productive, donc pour étendre ses investissements. Et lorsqu'elle n'étend pas ses investissements, elle ne recrute pas ou elle n'améliore pas la qualité des emplois. Donc, elle demeure dans une situation de sous-emploi. Et le processus va continuer. On est donc dans un cercle vicieux du sous-emploi et de la précarité. Ça également, c'est une conséquence du sous-emploi et de la précarité, une conséquence économique. Il y a également, en notre sens, une perte de recettes fiscales et de cotisations sociales pour l'État. Souvenez-vous, les travailleurs payent l'impôt sur le revenu, mais les travailleurs formels. Et donc, une personne qui n'a pas de contrat, cette personne-là ne paye pas d'impôt sur le revenu. Donc, l'État a des pertes fiscales. Cette personne-là ne fait pas de cotisation sociale, alors que c'est avec la cotisation ou les cotisations sociales des travailleurs en activité, souvenez-vous, que l'on paye les pensions des retraités. Et donc, si on n'a pas beaucoup de travailleurs formels en activité, on n'a pas beaucoup de cotisations sociales, et donc c'est des pertes de recettes pour l'État. Voilà à peu près quelques impacts économiques que nous avons voulu partager avec vous. Il y a également les impacts sociaux du sous-emploi et de la précarité. Le premier impact social, c'est l'accroissement des inégalités. Les inégalités au Sénégal vont s'accroître si on ne résout pas le problème du sous-emploi et de la précarité. C'est également l'accroissement du nombre de travailleurs pauvres. C'est également l'accroissement de la migration régulière ou irrégulière. Nous, lorsqu'on faisait cette évaluation dont parlait tout à l'heure M. Dien, nous avions jugé utile d'organiser des groupes de discussion regroupant diverses catégories d'acteurs. Et dans un des groupes, on avait des migrants de retour. On était très surpris de voir que l'écrasante majorité de ces migrants étaient partis non pas parce qu'ils n'avaient pas d'emploi, mais parce qu'ils avaient effectivement un emploi, mais cet emploi ne leur permettait pas de vivre décemment, de satisfaire leurs besoins. Ils ont préféré, parce qu'ils étaient en sous-emploi ou dans une situation de précarité, ils ont simplement préféré laisser tomber et migrer, même s'ils avaient emprunté des voies irrégulières. L'autre impact social négatif, c'est l'accroissement du phénomène de la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, c'est devenu récemment un sujet de discussion. Euh, on a remarqué que plusieurs médecins préférés, plusieurs docteurs diplômés préféraient maintenant sortir du Sénégal pour aller monnayer leur temps ailleurs. C'est pareil pour des ingénieurs, c'est pareil pour d'autres diplômés, etc. Parce que la situation du sous-emploi et de la précarité n'est pas une personne. Et de ce point de vue-là, beaucoup préfèrent justement immigrer et c'est le Sénégal qui va perdre à la longue. C'est ça qu'on appelle donc le phénomène de la fuite des cerveaux. Donc, on va terminer par quelques recommandations que nous avons jugé utiles de partager. La première recommandation pour prendre en charge ces problèmes du sous-emploi et de la précarité, en notre sens, c'est l'amélioration de l'efficacité de la coordination, surtout de la fonctionnalité des initiatives publiques de promotion de l'accès à l'emploi au Sénégal. Et cette amélioration de l'efficacité doit permettre de passer d'une logique d'insertion professionnelle à une logique d'amélioration substantielle de l'emploi. Ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, cette logique-là n'est pas aujourd'hui, il faut le dire, de mise au Sénégal. Nous avons également proposé le renforcement des capacités des inspections du travail pour leur permettre quand même de faire le travail convenablement. Et ce renforcement de capacité doit cibler les aspects aussi bien matériels que humains.
Nous avons également proposé d'encourager l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, mais aussi de formaliser le secteur informel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas entrepreneur au Sénégal et tout le monde ne peut pas faire dans l'entrepreneuriat. Pour cela, il faut cibler, accompagner des personnes qui sont dans une situation dans laquelle justement elles peuvent réussir dans l'entrepreneuriat. Il faut surtout encadrer des personnes qui font dans l'entrepreneuriat avec des structures comme la DPME, des structures comme le bureau de mise à niveau, etc. Mais malheureusement, ce qu'on a remarqué au Sénégal, c'est que pour les initiatives mises en place par l'État pour favoriser l'emploi des jeunes, ce volet encadrement des entrepreneurs n'a pas été bien pris en compte. Si bien que des personnes qui ont été financées pour faire des activités, eh bien, au bout de quelques mois, ces personnes-là échouent carrément à mettre en œuvre l'activité pour laquelle ces personnes-là ont été financées. Autant dire donc que l'encadrement de l'entrepreneuriat est une dimension importante qu'il va falloir adresser. Nous avons également proposé la stimulation de la croissance des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre. Malheureusement, le secteur agricole est aujourd'hui sous-exploité au Sénégal. Si je donne un exemple, le secteur agricole en temps normal emploie une grande proportion de la population active, mais justement, pratiquement les personnes qui exercent cette activité sont généralement des personnes qui sont en situation de sous-emploi ou d'emploi précaire. Donc, il faut stimuler ce secteur et faire en sorte que ce secteur soit très attractif. En quoi faisant? En améliorant sensiblement la qualité des emplois dans ce secteur-là. Nous avons aussi proposé de favoriser le développement du secteur privé. Parce qu'en définitive, c'est ça la solution structurelle pour prendre en compte cette problématique de l'emploi. On ne peut régler la problématique de l'emploi qu'à travers le développement du secteur privé. J'ai rappelé tout à l'heure que le Sénégal a décidé de passer d'une logique d'appui au secteur privé à une logique de développement du secteur privé. Comme illustration, l'ancienne direction d'appui au secteur privé a été muée en direction de développement du secteur privé. Et cette direction de développement du secteur privé a élaboré en 2022 la SNDP, la Stratégie nationale de développement du secteur privé. Cette stratégie nationale a été transformée ou est en cours, c'est en cours, les travaux sont en cours, mais ça a été validé techniquement. Maintenant, il reste de la validation politique. Cette stratégie nationale de développement du secteur privé a été transformée en stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion des investissements. La première stratégie visait la création d'au moins 300 000 entreprises formelles pour un potentiel de création de 3 millions d'emplois formels. Je crois que des actions dans ce sens-là aideraient beaucoup à observer ce stock de main-d'œuvre qui existe et également à améliorer la qualité des emplois. Nous avons également proposé la création de champions nationaux. Les champions nationaux, c'est les grandes entreprises qui ont de grandes capacités de recrutement. Je l'ai dit, au Sénégal, une grande entreprise recrute 5 000 personnes au plus. Alors que dans d'autres pays, c'est des centaines de milliers de personnes que les entreprises recrutent. Donc, au Sénégal, on doit aller vers ça. Donc, on doit aller vers la création de grandes entreprises, voilà, qui ont la capacité de recrutement, qui ont des capacités de recrutement extrêmement importantes. Nous avons aussi proposé que la politique nationale d'emploi en cours d'élaboration soit cohérente avec la stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion des investissements, laquelle stratégie promeut un développement axé sur des filières prioritaires. Ce que nous avons proposé, c'est que la politique de développement de ces filières intègre l'aspect de création et d'amélioration des emplois. Cela va intégrer tous les aspects relatifs à la formation, à l'adéquation, formation, besoins, etc. C'est ce que nous avons proposé dans le cadre de la politique nationale de l'emploi. Nous avons également proposé de territorialiser la politique de l'emploi, avec surtout l'option du gouvernement actuel d'aller vers des pôles économiques. Donc, 8 pôles économiques ont été identifiés. Et dans ces 8 pôles économiques, chaque pôle économique a la responsabilité aujourd'hui d'améliorer, d'identifier dans un premier temps, d'identifier ces opportunités, ces potentialités et de les exploiter. Donc, l'identification et l'exploitation de ces potentialités doit également emporter la politique de l'emploi. Ça veut dire que pour chaque territoire,
une formation adaptée aux réalités économiques en termes de potentialité de ces territoires. Des formations adaptées donc devront être promues et justement cela permettra d'absorber la main-d'œuvre dans l'ensemble de ces pôles territoires-là. Donc, Monsieur Dieng, voilà les quelques informations que nous avons voulu partager cet après-midi. Et donc, je me soumets aux questions et aux observations des participants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Jay, pour cette présentation vraiment riche en informations. Je crois que vous avez fait le tour de la problématique, ou bien même des problématiques, parce qu'il y a plusieurs problématiques qui ont été soulevées et auxquelles des précisions et des éclaircissements très précis ont été apportés. J'ai noté quelques points. Vous avez parlé de l'emploi qui est essentiellement non salarié, de la faible capacité d'absorption du secteur formel. Je crois que les exemples que vous avez donnés, notamment en comparaison avec le Maroc et la Corée du Sud, sont assez édifiants. Et la question également des données qui m'a particulièrement marqué. Euh, D'ailleurs, les données de l'ANSD, comme vous l'avez précisé d'ailleurs, ne permettent pas jusqu'à présent d'avoir des données assez désagrégées sur l'emploi précaire, sur le sous-emploi, etc., comme votre graphique l'a très bien montré, sur l'importante proportion également de l'emploi informel, du sous-emploi et de la précarité. Ça, je crois que ça touche toute la population active, mais que les jeunes sont les plus particulièrement touchés, comme vous l'avez également précisé, de la faiblesse du contrôle d'entreprise. Ça, je crois qu'on y reviendra sous forme de questions. Et vous avez terminé avec les impacts économiques et sociaux et les recommandations sur lesquelles également nous allons revenir. Donc, je crois que la présentation a été vraiment très riche. Euh, on va passer à la séance des questions. Je demande d'ailleurs à tous les participants qui ont des questions de bien vouloir les formuler dans le chat ou bien s'ils veulent intervenir en direct, d'en formuler la demande et nous allons ouvrir leur micro pour leur permettre d'intervenir. Bon, ma première question d'ailleurs a été déjà prise en charge hein, par la présentation. Peut-être que vous aurez d'autres éléments pour rajouter. Ça concerne le cadre conceptuel même des politiques publiques. Je crois que vous l'avez rappelé. Lorsqu'on analyse les politiques d'emploi au Sénégal, on constate qu'elles sont très largement construites autour de la lutte contre le chômage, qui est entendu comme l'absence totale d'activité rémunérée. Je crois que ce prisme a été pendant longtemps le principal indicateur de la santé du marché du travail. Le taux de chômage est d'ailleurs devenu la référence quasi exclusive, celui que l'on commente dans les discours officiels, dans les débats politiques, etc. Donc, la question était de savoir si ce n'est pas ce cadre conceptuel-là qui structure nos politiques publiques, qui est, comme vous l'avez dit, focalisé presque exclusivement sur la lutte contre le chômage, est-ce que ce n'est pas ça qui contribue paradoxalement à rendre le sous-emploi et la précarité moins visibles, voire secondaires dans l'agenda public? Je sais que vous avez déjà apporté des éléments de réponse à cette question. C'est pourquoi je vais vous donner une deuxième question pour vous permettre, si vous voulez ajouter des éléments à la première question. Sinon, passer directement à la deuxième. Les politiques actuelles le constat est qu'elles reposent encore majoritairement sur des indicateurs quantitatifs. On parle de taux d'emploi, de taux d'activité, de taux de chômage. Et ces indicateurs-là, par nature, fournissent une lecture souvent froide et partielle des réalités. Selon vous, quels indicateurs, cette fois-ci qualitatifs, devraient être davantage mobilisés pour saisir cette réalité-là protéiforme du sous-emploi et de la précarité, notamment en termes de qualité de l'emploi, de la protection sociale, de perspectives de progression professionnelle, tous ces éléments-là que vous avez cités. Merci beaucoup, monsieur Dieng. Vous avez posé des questions très pertinentes. D'abord, vous avez soulevé la problématique de notre conception de la lutte contre le chômage, parce que
ce que nous considérons, ce que nous avons toujours considéré dans nos politiques d'emploi, c'est que le véritable problème n'est que le chômage. Alors que, au fond, le chômage au Sénégal, on peut le dire, en tout cas au sens strict du terme, n'est pas très courant. Il est rare que l'on voie quelqu'un qui reste, qui se croise les bras du matin au soir sans rien faire. Les gens essaient de se débrouiller toujours. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de la débrouille. Mais ça, c'est le sous-emploi, c'est la précarité, etc. Et généralement, dans nos statistiques, on fait fi de ça en ne considérant que ceux qui ne font absolument rien. Alors que ceux qui sont en sous-emploi sont une couche qu'il faut aider, qu'il faut prendre en charge. Ceux qui sont en emploi précaire sont une couche qu'il faut aider, qu'il faut prendre en charge. Mais pour prendre en charge cette problématique, il faut mettre un visage sur le phénomène. C'est-à-dire qu'il faut mettre des statistiques claires sur le phénomène et des statistiques claires permettent de voir l'ampleur du problème. Et à partir de ce moment, la prise en charge devient une nécessité. Mais tant qu'on ne mettra pas une statistique sur le phénomène, c'est difficilement qu'on pourra l'adresser. Donc, il demeure très urgent, vous l'avez rappelé, malheureusement, l'enquête que l'ANSD met trimestriellement ne permet pas de saisir cette problématique. Et donc, ça fait que, eh bien, on ne semble pas accorder une priorité dans nos politiques, en tout cas, à ce phénomène. Alors que c'est ce phénomène-là qui est véritablement très important, très désastreux. Vous l'avez également rappelé, on est tout le temps dans les indicateurs quantitatifs, nombre de personnes en emploi, nombre de personnes en chômage, etc. Mais les indicateurs, nombre de personnes qui ont une protection sociale, nombre d'employeurs qui ont déclaré leur personnel, nombre d'entreprises formelles qui ont des employés formels, nombre de travailleurs qui bénéficient de protection sociale, salaire moyen qui évolue, etc., sont autant d'indicateurs, autant quantitatifs, mais que l'on ne suit pas fondamentalement dans nos politiques d'emploi. Donc, il serait important que l'on suive fondamentalement ces indicateurs dans nos politiques d'emploi. Et bien entendu, ça permettra justement qu'on puisse améliorer l'environnement de l'emploi. Sinon, eh bien, on va demeurer dans cette situation où la précarité et le sous-emploi seront de mise. Question, on sait tous que l'imaginaire collectif associe spontanément le sous-emploi et la précarité au secteur informel, qui est le secteur où on retrouve les activités à faible valeur ajoutée, les emplois non déclarés et surtout, vous l'avez rappelé, une absence de protection sociale. Pourtant, les données montrent que ces phénomènes, bien en tout cas le phénomène du sous-emploi et de la précarité, ne se limite pas au secteur informel. On observe une présence notable de sous-emploi dans le secteur formel, celui-là même que l'on présente comme étant garant d'une certaine stabilité, d'une protection contractuelle et de perspectives de carrière plus claires. Certains parlent d'ailleurs d'un processus d'informalisation du formel. Cela se traduit par des situations où l'emploi existe, vous l'avez rappelé, mais il est caractérisé par des revenus insuffisants, un accès limité aux mécanismes de protection sociale ou encore une progression professionnelle qui est quasi inexistante. Dans ce contexte, comment expliquez-vous que le sous-emploi demeure aussi prégnant dans ce secteur, en l'occurrence le secteur formel, qui est pourtant censé offrir davantage de garanties et de sécurité? Vous l'avez dit et c'est très important. Première raison, déficit de capacité des inspections du travail. Vous avez parlé de secteur formel. Le secteur formel est censé faire des choses formelles. Le secteur formel est censé recruter des travailleurs dans la formalité, dans la légalité. Et à partir de ce moment, c'est à l'inspection du travail de s'assurer que ce qui se fait dans ce secteur correspond effectivement à la condition, à de bonnes conditions d'existence des travailleurs. Malheureusement, comme les statistiques l'ont montré, les inspections du travail ont une faible capacité d'inspection. 5 000 entreprises sur une année, alors que voilà, le secteur formel peut faire plus de 12 000, 15 000, 16 000 entreprises. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est il faut le dire, des employeurs qui préfèrent avoir des travailleurs informels, même des employeurs du secteur formel. Cela amène toujours à la problématique du déficit de contrôle des entreprises par le secteur, par l'inspection du travail. Un employeur hésite à faire un contrat en bonne et due forme à un travailleur parce que lorsque le contrat est fait en bonne et due forme, le travailleur a un certain nombre de droits.
et ces droits respectés, l'employeur devient à la limite impuissant face à ce travailleur-là. Si vous êtes employeur et que vous avez un employé qui a un contrat à durée indéterminée, eh bien, vous devenez quasiment impuissant face à cet employeur-là. Cet employeur baisse de productivité, vous ne pouvez absolument rien contre lui. Vous voulez arrêter son contrat, c'est des procédures de licenciement qui vont être longues et peut-être qui vont être très, très coûteuses pour vous. Cela fait que des entrepreneurs à dessein restent dans l'illégalité pour justement signer des contrats de manière informelle à des emplois. Il y a également le phénomène des emplois saisonniers. Il y a également, ça, c'est une façon de contourner la légalité. Vous êtes un industriel, au lieu de signer un contrat permanent pour des employés, vous préférez signer des contrats temporaires temporaire pour quelqu'un, après vous faites de la rotation parce que si pour la même personne, vous êtes obligé de formaliser et de passer à un contrat en bonne uniforme, donc vous êtes obligé de faire de la rotation. Aujourd'hui, vous lui permettez de travailler à la journée. Demain, c'est pas lui que vous recrutez, c'est quelqu'un d'autre. Après demain, c'est quelqu'un d'autre parce qu'à force de le recruter lui, vous allez être astreint à voilà, lui faire un contrat en bonne uniforme. Donc finalement, vous faites dans cette rotation-là une façon de contourner la légalité. Mais l'explication aussi à donner, c'est que eh bien, nos entreprises ne sont pas assez compétitives aussi. Et si une entreprise n'est pas assez compétitive, elle n'a pas cette capacité de recruter. Et si elle n'a pas la capacité de recruter, elle n'a pas également la capacité d'améliorer la condition des travailleurs. Finalement, donc, c'est plusieurs raisons qui expliquent ce niveau de précarité et de sous-emploi élevé, même dans le secteur formel. Quelqu'un m'a dit, même au sein de l'administration, on trouve des travailleurs dans une situation de précarité. Allez dans les collectivités territoriales, allez au niveau de certaines directions, au niveau de l'État même, allez dans certaines structures de l'État, vous trouverez des travailleurs dans une situation de précarité. C'est d'ailleurs pas pour dire que dans l'enquête ERISI de la NSD, on trouve une proportion élevée de travailleurs informels, même dans le secteur public. Merci beaucoup encore. Bon, avant de prendre les questions dans le chat, il y a une piste de solution que vous évoquez depuis tout à l'heure, que je trouve très intéressante, mais j'aimerais que vous nous apportiez davantage d'arguments, d'éclaircissements sur comment cette piste-là peut vraiment aider à contourner tous ces problèmes-là dont on est en train de parler. C'est la faiblesse du contrôle des entreprises, notamment par l'inspection du travail. Je crois que vous l'avez cité à plusieurs reprises. J'aimerais que vous nous expliquiez davantage comment cela peut aider, notamment surtout dans le contrôle de de ce dont vous venez de parler sur le travail informel dans le secteur formel. Oui. Alors, les inspections du travail ont cette responsabilité de s'assurer que l'ensemble des travailleurs sont dans de bonnes conditions, des conditions optimales de travail. Ça, c'est le rôle de l'inspection du travail. Et l'inspection du travail contrôle prioritairement les entreprises formelles, même si elle doit contrôler les entreprises informelles, parce qu'elle s'intéresse à tous les travailleurs, qu'ils soient formels ou informels. Donc, si elles vont dans une entreprise formelle, elles ont la responsabilité de s'assurer que l'ensemble des travailleurs de ces entreprises formelles sont dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, les inspections du travail sont confrontées à plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est le déficit de ressources humaines. Ils n'ont pas beaucoup de travailleurs pour couvrir l'ensemble du besoin en termes d'inspection. La deuxième contrainte, c'est le déficit de capacité matérielle. Pour contrôler toutes les entreprises dans le territoire national, il faut avoir bien entendu un certain nombre de moyens. La troisième contrainte, c'est aussi que les entreprises parfois, eh bien, elles utilisent un certain nombre de techniques pour cacher des informations, etc. Donc, il faudrait que techniquement, que les inspections du travail soient dotées des capacités nécessaires pour faire face à ces problèmes-là. Maintenant, inspecter des entreprises pour s'assurer de la qualité des conditions de travail voudrait dire prendre contrôle, disons, de l'entièreté de la problématique de l'emploi dans les entreprises et donc déployer tous les moyens nécessaires pour voir si toutes les composantes d'un emploi décent sont respectées dans les entreprises. À savoir, au niveau de revenus, il faut que le niveau de revenus soit acceptable. Les procédures de recrutement, il faut que ces procédures obéissent également à un certain nombre de lois. Il y a également
le temps de travail, parce qu'il n'est pas normal que des travailleurs travaillent plus que la norme et ne perçoivent pas une rémunération conséquente. Dans certaines entreprises, on voit des travailleurs qui travaillent plus de 40 heures par semaine et qui ne perçoivent qu'une rémunération de 40 heures par semaine, par exemple. Ça, c'est un élément important que les inspections du travail doivent vérifier. Il y a également le niveau de rémunération, comme j'ai dit, l'avancement en grade, la protection sociale. Un travailleur doit bénéficier d'une protection sociale, d'une cotisation retraite, d'une assurance maladie, etc. Et l'inspection du travail doit s'assurer de l'ensemble de ces éléments-là. Maintenant, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de contraintes aujourd'hui qui empêchent l'inspection du travail d'avoir les capacités pour faire ce travail-là. D'accord, merci beaucoup. Bon, je vais à présent prendre les questions dans le chat. La première vous interpelle au niveau de vos recommandations. Euh, il dit que vos recommandations ne portent pas sur le système d'éducation qui n'est pas adapté aux besoins de l'économie. Et il demande quoi faire face à cette problématique-là. Voilà. Parmi les recommandations, l'avant-dernière dit aligner la formation sur les besoins du marché du travail. On n'a pas voulu faire de cette recommandation une recommandation principale, dans la mesure où nous concevons que la formation de base n'est pas fondamentalement déterminante des aptitudes, des capacités des travailleurs. Les travailleurs peuvent bien s'adapter. Et il peut bien aussi y avoir une formation au sein même de l'entreprise. Ce qui fait que quelqu'un, par exemple, qui a suivi une formation littéraire, peut bien exercer un emploi dans une industrie, etc. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la formation continue, il y a aussi ce qu'on appelle cette capacité d'adaptation du travailleur. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu nous attarder sur la formation véritablement. Mais la formation est aussi une recommandation. C'est pour ça que nous avons proposé l'alignement de la formation, de l'éducation sur les besoins réels du marché du travail. Et nous sommes allés plus loin en disant que même au niveau des pôles territoires où la stratégie va être d'exploiter les potentiels de ces pôles territoires-là, nous avons proposé pour chaque pôle territoire de promouvoir une formation spécifique qui cible les potentialités, les opportunités qui existent dans ces pôles territoires. Et donc, ça permettra justement une formation du capital humain qui va être un capital humain qui va être très productif et donc qui va voilà, réussir dans le marché de l'emploi. D'accord, merci beaucoup. Bon, avant de passer aux autres, il y a une main levée du compte de Centre Baobab. Donc, si vous nous entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Et- Merci beaucoup, merci. C'est Ibrahima Diallo du Centre Baobab. Et j'ai deux ou trois questions, hein. Et la première est liée au rappel historique de M. Jay sur euh, le secteur de l'emploi ou les secteurs qui consommaient les besoins en emploi euh, de 1960 à 70, notamment le secteur agricole. Je vois que de plus en plus, on rappelle ça pour certainement pouvoir donner du travail à ceux qui en cherchent au niveau du secteur agricole. Mais mon problème est le suivant, et ça a toujours été mon problème. Euh, dans les pays avancés, le nombre de personnes qui sont dans le secteur agricole diminue, il n'augmente pas, parce que c'est une agriculture qui est technologique. Mais je vois que notre approche ici au Sénégal est presque contraire. En fait, nous voulons utiliser beaucoup de main-d'œuvre au niveau du secteur agricole, mais si nous nous comparons à d'autres pays avancés, le secteur agricole utilise, en termes de pourcentage de la population active, un pourcentage assez faible. Et pour moi, c'est une contradiction, dans le sens où peut-être si on réussit ça, on adresse le problème de l'emploi dans l'immédiat, mais à long terme, si nous voulons être un pays émergent ou développé, la population active qui doit évoluer dans ce secteur agricole-là doit être un pourcentage assez bas. Quel est votre peut-être commentaire ou votre observation par rapport à ce commentaire que j'ai fait? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, vous l'avez bien diagnostiqué, hein. Il y a plusieurs éléments qui font que vraiment nous avons des difficultés, mais des fois les recommandations, euh,
nous amène dans ce que j'appelle, ou ce que les Américains appellent le catch-22. Si on, un exemple très simple, si on renforce les contrôles pour euh, de bonnes conditions de travail au niveau des entreprises, les bonnes conditions étant ce qui est dit dans le Code du travail, il y a un impact direct sur déjà la faiblesse de la productivité ou de la compétitivité de l'entreprise. C'est-à-dire que respecter la loi diminue les performances de l'entreprise. Et dans cette logique-là, je fais aussi une comparaison dans certains pays, par exemple aux États-Unis, où le style de code de travail que nous avons, qui protège beaucoup le travailleur, est presque inversé, c'est-à-dire que les entreprises peuvent se réadapter, peuvent se débarrasser des employés non productifs euh, facilement sans procédure lourde. Je pense même au niveau de l'État, aux États-Unis, si on vous dit arrêtez le travail aujourd'hui, vous arrêtez le travail aujourd'hui. Il n'y a pas de procédure longue. Et ça permet d'avoir une souplesse au niveau de l'entreprise qui permet d'avancer et de gérer justement les non-performances. Et donc, pour moi, au Sénégal, cette approche très sociale ou socialiste de protection du travailleur est en train de produire des effets pervers ou des effets inverses. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Le modérateur l'a dit tout à l'heure, c'est le sous-emploi, c'est la précarité. Et pourtant, nous voulions protéger le travailleur. Et donc, pour moi, c'est même dans la conception, comme l'a dit le modérateur, qu'il nous faut revoir tous ces éléments-là. Ne pas être trop focalisé sur la protection sociale du travailleur. Protection, oui, mais quand la protection atteint un certain niveau et devient contre-productive. Et donc, pour moi, revoir en termes de conception même, euh, tous ces schémas-là ou toutes les politiques autour du travail, sera quelque chose de plus important, surtout en comparaison des pays que vous avez cités tout à l'heure dans vos présentations, la Corée du Sud, le Maroc, évidemment, les pays que nous voulons rejoindre, c'est la Chine aussi. Parce que dans les usines au niveau de la Chine, les revenus sont très faibles, hein. Surtout quand on n'a pas de qualification. Et enfin, et je termine là-dessus, une contrainte que je perçois souvent, c'est que dans les définitions même des politiques d'emploi ou de promotion de l'entrepreneuriat, euh, on n'écoute pas assez les entrepreneurs. Ce sont les fonctionnaires que nous avons, soit nationaux, soit internationaux, mais il y a des enjeux et des défis qui sont très bien compris par les entrepreneurs, mais on ne les écoute pas au moment de la conception, on ne les écoute pas assez. Et au moment de la mise en œuvre, évidemment, nous avons beaucoup de difficultés. Et donc, si nous prenions en compte vraiment les idées et les difficultés, les enjeux et les propositions de ces entrepreneurs-là, je pense que ça aiderait. Donc, quelques questions et quelques commentaires que je voulais partager avec vous. Ah, peut-être le dernier élément, comme je suis dans l'entrepreneuriat aussi, c'est le problème de la productivité. Excusez-moi, Yann l'a dit tout à l'heure, en termes de formation, il y a une très grande difficulté entre la correspondance des diplômes qui sont présentés et les qualifications réelles des employés, malheureusement. Vous voyez quelqu'un qui vient avec un master dans un domaine très spécifique qui est recruté dans ce domaine, mais euh, quand on voit les résultats produits, on se demande où cette personne été formée. Et donc, revoir aussi la formation et le développement des qualifications sera important. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, Dr. Jerry. Vous pouvez réagir. Merci beaucoup des questions très pertinentes et surtout des contributions absolument importantes. Je crois qu'il y a une seule question et le reste, c'est des contributions. La question, c'est du point de vue de la perspective historique que nous avons présentée, de la place qu'occupe le secteur agricole dans cette nécessité pour le Sénégal de créer des emplois décents. La perspective, vous l'avez dit, elle a été historique dans un premier temps parce qu'on est parti
de l'histoire pour montrer la place qu'occupait l'agriculture et l'administration dans la création d'emplois. C'est cette perspective, effectivement, qui a été utilisée. Je partage avec vous le fait que, aujourd'hui, avec le développement technologique, etc., dans les pays développés, de grandes exploitations agricoles comptent très peu de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est surtout dans la transformation des produits. Mais en tout cas, dans le développement agricole, dans la production agricole, avec la mécanisation, avec la technologie 4.0, etc., c'est une faible proportion de main-d'œuvre maintenant de plus en plus dans le secteur agricole parce qu'on mise sur la technologie. On voit par exemple que le système d'arrosage peut être automatisé, l'épandage des engrais est fait parfois avec des drones, etc. Ce qui fait que on peut avoir une très grande exploitation agricole dans laquelle on a juste 3 ou 4 personnes qui travaillent. Donc, je suis d'accord avec vous que aujourd'hui, si on veut véritablement dans une perspective de durabilité régler le problème de l'emploi, effectivement, le secteur agricole doit être mis en contribution, mais on doit également se dire que avec la technologie, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'emplois qui risquent d'être perdus dans le secteur agricole d'ici quelques années. D'où l'importance justement de considérer le secteur agricole sous un angle holistique. Ça veut dire quoi? Il ne faut plus se limiter à la production agricole, mais il faut considérer l'agriculture d'amont en aval et exploiter toutes les niches d'emploi dans cette perspective-là. Depuis la production d'engrais jusqu'à la consommation finale des produits agricoles, avec justement tout le volet transformation, tout le volet transport, tout le volet fabrication de produits pesticides, fabrication production d'engrais, tout ce volet fabrication de matériel agricole, etc. Donc, si on considère l'agriculture souvent une logique de chaîne de valeur, souvent une logique de filière complètement, effectivement, on peut parvenir à créer des emplois massifs et des emplois de bonne qualité dans ce secteur agricole-là. Ça veut dire quoi? Qu'on regarde l'agriculture au-delà de la production agricole, mais en considérant bien entendu le secteur sous un angle très holistique. Ça, c'est la première réponse que je voudrais apporter. La deuxième, effectivement, je suis d'accord avec vous que le recrutement peut être très rigide pour les entreprises. Et d'ailleurs, c'est de la part des employeurs une contrainte qui est revenue dans les réponses que nous avons obtenues lorsqu'il était question de faire des interviews, des groupes de discussion auprès d'employeurs. Il nous est revenu que pour les employeurs, recruter des travailleurs en bonne et due forme était très contraignant dans la mesure où le respect du droit du travail était contraignant pour eux. Et ce qu'ils ont remarqué généralement, c'est que dès que les travailleurs passent CDI, eh bien, quasiment, ils deviennent, eux, très impuissants face à ces travailleurs-là. Et ils ont soulevé ça comme un problème. Bon, je me garde de donner mon avis de ce point de vue-là, mais c'est une problématique qui est là. La problématique, c'est quoi? C'est que les employeurs aujourd'hui voient que dès que les travailleurs ont des contrats en bonne et due forme, il devient très difficile d'avoir justement un pouvoir contre ces travailleurs-là. Si ajoute maintenant qu'au Sénégal, quand même, le travailleur est très bien protégé avec les syndicats, avec le respect du droit du travail, avec l'inspection du travail qui, selon les employeurs, voient ou ont les inspections du travail, ont cette idée préarrêtée que les employeurs sont en train d'exploiter les travailleurs. Préarrêtés. Ça, c'est également des informations qui nous sont revenues de plusieurs employeurs qu'on est allé interviewer. Donc, voilà le problème à l'état actuel. Donc, c'est une contribution importante que vous avez donnée. Maintenant, dans cette perspective de régler cette problématique du sous-emploi et de la précarité, il faut adresser de la manière la plus objective cette question, bien évidemment. Et vous avez également parlé de la problématique des politiques de développement dans le sens de l'entrepreneuriat qui sont élaborées généralement par les fonctionnaires. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est là que nos politiques d'emploi doivent être élaborées de la manière la plus inclusive, de la manière la plus participative, avec l'implication de toutes les couches sociales, principalement de ceux qui sont dans l'environnement de l'entrepreneuriat. Je donne un exemple. Lorsqu'il était question de faire des enquêtes et des interviews, quand on a demandé à des employeurs, à même des acteurs de l'administration, s'ils étaient au courant de l'existence d'une politique de l'emploi, tous nous ont dit, nous n'avons jamais été au courant d'une politique de l'emploi, nous n'avons jamais été impliqués dans l'élaboration d'une politique d'emploi. C'est des entrepreneurs de renom qui sont connus, qui ont réussi dans l'entrepreneuriat qui nous disent ça.
alors que c'est ces employeurs qui devaient inspirer les politiques de promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal. Ça veut dire quoi? Qu'au Sénégal, on gagnerait à avoir ou à élaborer nos politiques, surtout les politiques de l'emploi, de la manière la plus participative, de la manière la plus inclusive, et on doit écouter ceux-là qui méritent véritablement d'être écoutés. Les success stories sont ceux-là, effectivement, qui doivent inspirer nos stratégies en termes de création d'emplois. Donc, si on veut véritablement réussir notre politique d'emploi qu'on est en train d'élaborer actuellement, il faudrait que l'on s'assure que l'ensemble de ces acteurs-là dont vous avez parlé, les entrepreneurs, ceux-là qui ont réussi, ont été au devant de la scène, ont permis d'irriguer en connaissance, en expérience, justement, cette politique de création d'emplois. Et surtout, on doit insuffler à cette politique cette nécessité de changer de paradigme. On doit passer d'une logique d'insertion professionnelle à une logique d'amélioration des emplois, à une logique d'emploi de qualité. Ce n'est que comme ça que nous pourrons effectivement adresser à la fois la question de l'insertion professionnelle et la question de la qualité des emplois. Voilà les quelques réponses. Merci encore, Dr. Jay, et à l'intervenant du centre Baobab. Bon, je vais prendre peut-être une dernière question, toujours dans le chat. Euh, bon, je vais lire comme tel, vu que c'est un peu long. Bonjour, chers tous, merci pour l'opportunité. Je partage entièrement la recommandation de développer des champions nationaux ou de soutenir des projets structurants. Par contre, je pose cette question, quelle place accordez-vous à l'IA, intelligence artificielle, aujourd'hui dans la formulation de la problématique du marché du travail en général et celle du sous-emploi et de la précarité, en particulier au Sénégal et peut-être en Afrique? Oui, je crois que c'est une question en rapport avec cette dynamique que nous avons actuellement, qui a été déjà amorcée, mais je crois que l'IA aujourd'hui est en train de créer une certaine peur ou bien une angoisse chez beaucoup de travailleurs de remplacement de leur charge de travail, etc., surtout à travers l'automatisation de certaines tâches, etc. Donc, je vous passe Un la exemple parole. concret, M. Dien, un exemple concret. Vous allez dans les pays développés, aux États-Unis, en France, en Europe, etc. Dans les stations d'essence, il n'y a plus de pompistes. Un exemple Mhm. concret. Dans les supermarchés, il n'y a plus de caissiers ou de caissières. Tout a été automatisé. Ça veut dire que si ça arrive au Sénégal, c'est plusieurs emplois qu'on va perdre. Si on disait au Sénégal qu'on n'a plus besoin de pompistes, imaginez-vous combien de pompistes vont perdre aujourd'hui leurs emplois. Ça va arriver. Ça veut dire quoi? Il faudrait que l'on anticipe aujourd'hui cette situation-là en nous disant quoi? En nous disant que il faut que l'on voie d'ici quelques années tous les emplois potentiellement qu'on va perdre. Il y a plusieurs statistiques qui disent qu'une proportion importante des emplois actuels n'existeront plus dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, il est question de créer de nouveaux types d'emplois. Voilà ce que l'IA nous impose. Et justement, vous avez bien fait de poser cette question, monsieur. Il est très important pour nous aujourd'hui, dans nos stratégies de développement, d'anticiper sur ce phénomène-là. De nous dire que d'ici quelques années, il y a beaucoup d'emplois qui existent aujourd'hui qui vont complètement disparaître. Et donc, il faut anticiper sur ce phénomène-là et voir les emplois qui existeront toujours. C'est là qu'il est important justement d'anticiper sur les secteurs à fort potentiel d'emploi qu'il faut développer pour justement qu'il y ait un stock d'emplois dans les années à venir. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a c'est pas une question, mais une intervention. Mais vu que c'est écrit, je vais essayer parmi les recommandations, peut-être renforcer la promotion des secteurs porteurs d'emploi. Je crois que c'est ce dont vous venez de parler, comme les secteurs des services, la restauration, le tourisme, les loisirs, les industries culturelles et artistiques, où le Sénégal a déjà des éléments d'avantage comparatifs. Et concernant l'inefficacité des initiatives passées, il faut déplorer la faiblesse ou l'absence d'évaluation des politiques publiques. Oui, justement, la question de l'évaluation des politiques publiques, lors du dernier séminaire, on en a parlé. Et je crois que d'ailleurs, c'est également revenu au fil des débats. Bon, peut-être vous voulez rebondir sur ça. Comment
repenser notre culture de l'évaluation des politiques publiques, ici en l'occurrence des politiques d'emploi, peut aider justement à bien poser déjà ces problèmes-là avant d'apporter des éléments de solution et de réponse. Vous avez parfaitement raison. L'évaluation constitue le maillon faible de nos politiques de développement, malheureusement. Et spécifiquement pour les initiatives en matière de promotion d'emploi. Aujourd'hui, un exemple simple. Vous, en tant que chercheur, vous avez besoin de connaître les résultats obtenus par l'ensemble de ces initiatives-là, PRODAC, ANPEJ, etc. Regardez sur le net, c'est difficilement que vous verrez un rapport d'activité. C'est difficilement que vous verrez un rapport annuel. C'est difficilement que vous aurez des statistiques claires pour dire voilà ce que ANPEJ a présenté ou voilà ce que Product a présenté. Sur l'année, il y a telles activités qui ont été menées, tel nombre de personnes ont été bénéficiaires, voilà les personnes bénéficiaires, où est-ce qu'elles se situent. Il va être très difficile pour vous de trouver ces éléments-là. Ça, ce n'est pas normal. En tant que chercheur, en tant que citoyen simple, vous devez avoir accès à l'ensemble de ces informations. Mais ce qui explique ça, c'est que nous n'avons pas fondamentalement la culture de l'évaluation. Donc, l'évaluation, elle doit être d'abord interne. Chaque structure doit dire voilà où j'en suis des compétences qui m'ont été confiées. Voilà ce que j'ai fait avec les deniers publics qui m'ont été confiés. Mais il doit y avoir également une évaluation indépendante. Une évaluation indépendante qui doit dire effectivement voilà les résultats auxquels telle structure est arrivée. Et justement, dans le cadre du balancement d'une logique de gestion publique axée sur les moyens à une logique de gestion publique axée sur les résultats, avec le budget programme, l'évaluation est un élément très important de l'adoption ou de l'effectivité du budget programme. Mais malheureusement, ce qu'il faut constater, c'est qu'aujourd'hui encore, elle constitue le maillon faible de nos dispositifs, de nos politiques de développement. Et je pense que donc, il faudrait insister sur ça pour que tous nos programmes, toutes nos politiques soient évaluées de la manière la plus objective et que les rapports d'évaluation soient mis à la portée de tout le monde, à la portée de tous les chercheurs. Comme ça, vous, chercheurs, à chaque fois que vous aurez besoin d'avoir des informations sur les résultats de tel ou de tel autre programme, eh bien, vous avez facilement accès à ça parce que justement, c'est de notoriété publique. Voilà ce que je voudrais dire sur cette problématique effectivement très, très préoccupante. Et d'ailleurs, pour rester toujours sur cette problématique-là, si on fait le constat est que quand on regarde les résultats de recherche sur les politiques d'emploi, c'est très rare de voir une recherche qui essaie de donner de compiler toutes les politiques qui ont été mises en œuvre par défaut d'une absence en raison de l'absence des données. C'est pourquoi moi, d'ailleurs, j'ai particulièrement aimé votre article qui a fait cet effort au lieu de se limiter sur une politique spécifique, parce que c'est ça qu'on voit fréquemment, parce que dans tous les travaux de recherche, parce que les chercheurs n'ont pas assez de données agrégées sur l'ensemble des politiques par absence de rapport, comme vous l'avez rappelé. Donc, la seule option qu'il leur reste, c'est de prendre une politique spécifique et d'essayer de faire une évaluation. Et l'évaluation se fait d'ailleurs à travers le recueil des retours des bénéficiaires des programmes, etc. On sait que ça, c'est très important, mais c'est pas exhaustif. Il aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir des bilans d'exécution produits par les agences eux-mêmes ou bien elle-même pour qui nous permettrait d'avoir une meilleure information de l'ensemble de ces questions-là. Donc, je crois que la dernière que je vais prendre, ce n'est pas aussi une question, mais c'est une intervention. C'est un commentaire. Je partage cette idée de flexibilité car nos rapports au marché du travail sont encore trop bureaucratiques sous l'effet des indicateurs des institutions onusiennes, ce qui nous détache de la productivité et donc de la création de richesse. Or, tout l'enjeu se trouve dans la création de la richesse. Je préfère un maîtrisard qui conduit le taxi-moto et crée de la richesse à un autre qui tourne les pouces dans une grosse administration avec un CDI. Si j'étais politique, j'aurais contractualisé beaucoup d'emplois au terme desquels les intéressés seront dirigés vers l'entrepreneuriat scientifique. Donc, c'est un commentaire. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. C'est un commentaire, effectivement, c'est une belle contribution. Um, Donc, merci beaucoup. Aimé Ouedra Ogo, c'est elle qui a partagé ce commentaire-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou
Oui, il y a une question. Pouvons-nous avoir la documentation du webinaire? Oui, c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Le support de présentation et le rapport d'évaluation ou l'article cité. Ouais, je crois que si on a le document de présentation, le PowerPoint, et les articles dont on a parlé tout à l'heure, moi j'ai eu la chance de les parcourir et donner cette chance aux autres intervenants également de les parcourir. Je crois que dès que vous me les envoyez, je pourrai faire en sorte que, bon, il a laissé son mail, nous allons prendre votre mail. Donc tous ceux qui veulent entrer en possession de ces documents-là peuvent donner leur mail ou leurs coordonnées. Bon, je crois qu'il y a encore une main levée, mais on a un peu épuisé le temps. Donc, Monsieur André, vous demandez juste d'avoir une intervention un peu plus mesurée pour nous permettre de rester dans les limites du temps. Oui, merci beaucoup. Il y a aucun problème. Donc, vu que le temps qui reste n'est pas beaucoup, donc permettez-moi de faire l'économie des mots à l'endroit du professeur Jay, dont l'exposé a été de haute facture. Rapidement, moi, je suis ancien directeur de l'insertion professionnelle au ministère de l'Emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main-d'œuvre. Je fais mienne toutes les remarques faites par le présentateur. Moi, mon souci, c'est toujours au niveau de la gouvernance du marché de l'emploi. Vous avez parlé de base de données. C'est éclaté. Chaque structure a sa base de données, a sa base d'accueil, ce qui fait qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de coordination. Et pour ce qui est de la direction de l'emploi, jusqu'au moment où je vous parle, cette direction elle-même n'est pas bien structurée. Elle n'est pas bien structurée et elle n'a pas les ressources humaines qu'il faut. Est-ce que vous savez que la direction de l'emploi, il n'y a pas plus d'une dizaine de permanents, c'est-à-dire d'agents permanents, c'est-à-dire d'agents de l'État. C'est des conseillers en emploi qui sont recrutés en fonction de programmes ou de projets. Voilà, donc il n'y a pas plus précaire que la situation de ces employés-là que l'on change au gré des rumeurs des dirigeants. Donc il faut une direction de l'emploi forte avec un service de la main-d'œuvre digne de son nom pour vraiment gérer convenablement ces questions d'insertion et de qualité de l'emploi. Vous avez parlé de beaucoup de structures avec des chevauchements et avec des rattachements de tutelles différentes. Donc, tout ceci fait que nous n'avons pas une maîtrise et les chercheurs auront toujours du mal à avoir les statistiques, à avoir des données correctes pour mener à bien leur recherche. Donc, je ne pourrais pas aller plus loin comme le temps presse. Et encore une fois, merci beaucoup. J'ai pris le train en marche, c'est pour cela. Merci. Merci à vous, Monsieur André. Donc, docteur. Merci beaucoup à M. André. Il a effectivement mis le doigt là où justement il fallait, parce qu'on a effectivement beaucoup de problèmes de fonctionnalité, de coordination de nos structures. Un des résultats qu'on avait trouvé, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de structures, et il n'y a pas une seule structure qui se dégage comme étant le leader institutionnel, comme étant cette structure-là chargée de faire la coordination, l'harmonisation des interventions. Même si les pôles emploi ont été mis en place dans les départements, même si les ciels ont été mis en place aussi dans les régions, la fonctionnalité de ces pôles emploi et de ces ciels posait véritablement problème. À un moment, les pôles emploi étaient placés sous la responsabilité des préfets, mais les préfets n'étant pas fondamentalement des techniciens de l'emploi ou du travail, le niveau de fonctionnalité était effectivement problématique. C'est ce qu'on observe également au niveau national avec l'absence d'un leadership institutionnel se dessinant, les problèmes de fonctionnalité, les problèmes des bases de données différentes de toutes les structures. Donc, l'ensemble de ces problèmes font que, effectivement, il y a d'énormes problèmes d'efficacité. Si ajoute maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, cette logique-là de seulement insérer professionnellement des personnes, peu importe la durée, peu importe la qualité de l'emploi, peu importe l'existence ou non d'un contrat. Et justement, il faut switcher de cette logique d'insertion à une logique de qualité des emplois. Merci beaucoup.
votre micro, M. Dieng. Donc, je disais merci encore, docteur, et merci à tout le monde d'avoir suivi aussi attentivement. Merci à ceux qui ont posé des questions. Merci aux interventions pertinentes également. Docteur, juste pour vous dire que nous avons également au niveau du labo essayé de faire, durant les mois précédents, un travail de revue des politiques, une revue de portée des différentes politiques publiques. Et on s'est basé sur les travaux de recherche qui ont précédé et qui existent déjà. Et ce sera publié dans la revue parce que le labo a également une revue, juste derrière moi, la revue Global Africa sera publiée courant septembre, je crois le 20. Je vais le partager avec vous, juste pour vous dire que vos travaux nous ont particulièrement aidés, vous avec vos Merci. co-auteurs. Donc, je pense que ce sera un plaisir que vous nous mettez en contact avec eux. Parce qu'il y a Oui. certains dont nous n'avons pas les contacts. Et donc, ça, je crois que ce sera une discussion après. Et Merci. encore une fois, vous remercier vraiment pour cette présentation enrichissante. Et pour ceux qui demandaient les documents, vous précisez que le séminaire sera dans les jours à venir mis en ligne sur la chaîne YouTube du laboratoire, également sur le site du laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs, Afrique Diaspora LASPLAT, que vous pouvez rechercher sur Google ou bien sur YouTube. Dans quelques jours, ce sera mis en ligne. Mais n'empêche, nous avons également recueilli vos adresses mail et dès que le docteur nous enverra sa présentation et les articles dont on a parlé tout à l'heure, nous vous les ferons parvenir, Inch'Allah. Donc, docteur, vous laissez donc peut-être pour un mot de la fin. Et encore une fois, merci beaucoup. C'est moi et je voudrais également vous adresser mes sincères remerciements pour cet honneur que vous m'avez fait de m'inviter à participer à ce séminaire ô combien important. Je voudrais donc vous en remercier. Remercier également l'ensemble des participants pour leurs appréciations, pour également les questions et contributions de qualité. Je voudrais également dire qu'on est disponible à vous accompagner dans ces activités de coproduction de connaissances et dans ces activités aussi de diffusion de connaissances. Et donc, ce sera toujours un plaisir de prendre part à ces activités. Merci beaucoup à vous, M. Dien, et merci à tout le laboratoire pour, comme j'ai dit, cette contribution importante du laboratoire dans la production et la diffusion de connaissances. Merci. D'accord, merci beaucoup à tout le monde. Donc, à bientôt sur la chaîne YouTube ou bien sur le site. Le lien vient d'être partagé dans le chat. Vous pouvez directement aller visiter. Donc, merci encore une fois, docteur, et à bientôt, Inch'Allah. Merci Merci. beaucoup. À bientôt, Inch'Allah.